Il suffit vraiment d'imaginer la scène. On fait défiler un fil d'actualité, inondé de photos de vacances luxueuses, de mise en scène absolument parfaite, et là... La routine d'Instagram, quoi. Exactement. Et là, au milieu de tout ça, il y a une vidéo en noir et blanc qui surgit. Un homme, le visage baigné de larmes, qui s'adresse à ses dizaines de milliers d'abonnés. Pour avouer le meurtre de sa compagne. Ouais, en direct. Et le plus glaçant dans tout ça, pendant qu'il gère cette espèce de campagne de relations publiques complètement folle sur les réseaux, il est déjà en train de fuir le pays. C'est ça, sous une fausse identité achetée avec des crypto-monnaies. C'est vraiment le point de bascule effrayant où la vitrine super esthétique d'Internet s'effondre. Ah ouais, la réalité macabre qui rattrape le virtuel. Complètement. En fait, l'architecture même de ces réseaux, elle est construite sur une promesse de perfection continue. Mais quand cette lumière, elle sert délibérément à créer des zones d'ombre pour masquer des violences inouïes... On touche à une forme de criminalité d'un genre nouveau, c'est clair. Voilà, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Notre analyse d'aujourd'hui porte justement sur une affaire qui a vraiment sidéré le continent africain. C'est l'histoire tragique d'Augusta, une influenceuse nigérienne de 21 ans, et de son compagnon Benjamin, alias Killaboi. Une histoire terrible. Et l'idée ici, c'est pas seulement de relater un drame. La mission de cette plongée au cœur de nos sources, c'est de décortiquer la mécanique. Analyser comment l'obsession du luxe virtuel a facilité une emprise mortelle. Et comment la technologie moderne permet à un meurtrier de disparaître aussi. Absolument. Tout en suivant la lutte acharnée d'une famille, surtout d'une mère, pour traquer ce fugitif à travers le monde. D'accord, décortiquons un peu ça. Par où on commence ? Pour saisir l'ampleur de cette emprise psychologique, il faut vraiment regarder le terreau sur lequel elle s'est construite. La vulnérabilité d'Augusta face à l'illusion d'une vie parfaite, elle s'ancre profondément dans son enfance. À Lagos, au Nigeria, c'est ça, hein ? Ouais, à Lagos. Et son point de départ est marqué par une précarité extrême. Faut s'imaginer, à seulement 6 mois, son père abandonne le foyer. Waouh ! Donc sa mère se retrouve toute seule. Cordelia, sa mère, se retrouve totalement isolée avec 2 enfants, ouais. Et du coup, elle enchaîne des travaux d'une dureté physique inimaginable. Dans les sources, on parle de chantier, non ? Ouais, c'est ça. Elle allait jusqu'à porter des blocs de béton sur des chantiers ou transporter du sable, juste pour assurer la survie de sa famille. Il y a d'ailleurs un souvenir très spécifique dans nos documents qui semble avoir vraiment programmé toute la trajectoire d'Augusta. L'épisode de la pluie. Exactement. À l'âge de 5 ans, Augusta surprend sa mère en larmes. Il pleut, l'eau s'infiltre à travers le toit percé de leur maison en tôle. C'est une image tellement forte. Et face à cette détresse, la petite fille fait une promesse solennelle. Elle lui dit « Quand je serai grande, je sécherai tes larmes ». C'est fou, parce que cette promesse, c'est pas juste une phrase d'enfant pour rassurer sa mère. C'est devenu la colonne vertébrale de son identité, en fait. Elle en a fait un moteur. Un moteur d'excellence, ouais. Elle excelle à l'école, elle devient déléguée en chef au lycée et elle obtient même une bourse pour l'université à Ibadan. Et en parallèle, elle comprend très vite comment fonctionnent les réseaux sociaux. Elle décode l'économie de l'attention numérique super tôt. Dès ses 15 ans, elle se professionnalise sur Instagram et devine qui devient son agent. Sa mère, Cordelia. Exactement. Et ça marche super bien. À 18 ans, son indépendance financière est telle qu'elle s'achète sa propre voiture. C'est le symbole d'une ascension sociale fulgurante. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne là-dedans. Dis-moi. Si elle gagnait déjà si bien sa vie, si elle avait accompli tant de choses par elle-même à 18 ans, pourquoi elle était si susceptible de tomber sous la coupe de quelqu'un d'autre ? Je veux dire, elle n'était pas naïve. C'est une super question. Parce qu'en fait, l'emprise, ça fonctionne pas sur la naïveté. Ça fonctionne sur les failles émotionnelles. C'est-à-dire ? Avançons jusqu'en 2020. Elle a 19 ans, elle rencontre Benjamin en boîte de nuit. Il a 24 ans. Et il se présente comme un prodige des crypto-monnaies. Ah, le fameux profil du crypto-bro à succès. Voilà. Il exhibe des jets privés, des tables VIP, un flot d'argent inépuisable. Et pour Augusta, qui porte depuis l'âge de 5 ans ce fardeau écrasant de devoir sauver sa famille... Cet homme, c'est plus que de l'amour, en fait. Exactement. Il incarne l'aboutissement instantané de sa province. Il lui propose en gros de prendre le relais. La vulnérabilité d'Augusta, elle venait pas d'un manque d'intelligence. Elle venait de son épuisement. Ouais, l'épuisement face à la responsabilité énorme qu'elle portait depuis l'enfance. C'est un peu comme si elle avait passé sa jeunesse à construire un petit canot de sauvetage pour sa famille. C'est une très bonne image. Et soudain, quelqu'un s'arrête à côté d'elle avec un immense yacht de luxe. La tentation de lâcher les rames et de monter à bord, elle est irrépressible. Sauf que ce yacht s'est super vite transformé en prison flottante. C'est là qu'on entre dans l'engrenage toxique.
Une fois à bord, les portes se sont verrouillées. Et les mécanismes de l'emprise psychologique, le contrôle coercitif, se sont mis en place de manière redoutable. Le grand paradoxe de Benjamin, c'est qu'il supportait très mal l'exposition d'Augusta. Ce qui est fou pour quelqu'un qui sort avec une influenceuse, hein. Bah oui. Mais il y avait chez lui une blessure narcissique profonde à l'idée que sa compagne puisse briller par elle-même, qu'elle reçoive de l'attention ou gagne en influence sans lui. Ça a enclenché une véritable paranoïa numérique. Les sources montrent qu'il scrutait le moindre de ses likes sur Instagram. Il surveillait tout. Il exigeait des appels FaceTime constants. Et c'était pas juste pour prendre de ses nouvelles, hein. C'était pour l'obliger à pivoter la caméra, pour prouver avec qui elle était, inspecter la pièce. C'est ce qu'on appelle l'effet panoptique appliqué aux relations toxiques. Le panoptique, comme le modèle de prison de Lisbecq. Voilà, la prison où le détenu se sent observé en permanence sans savoir s'il l'est vraiment. Du coup, il s'auto-censure. Instagram, qui devait être son outil d'émancipation, est devenu l'outil de surveillance de son bourreau. C'est terrifiant. Et pour que cette surveillance fonctionne, il devait d'abord l'isoler de ses proches. La tactique classique du manipulateur. Il a commencé par créer des conflits absurdes pour l'éloigner de ses amis. Mais le pire, c'est comment il a saboté sa relation avec sa mère. Ouais, il organisait des événements luxueux ou simulait des urgences émotionnelles à la dernière minute. Pile au moment où Augusta devait assister à des réunions familiales. Pourquoi s'en prendre spécifiquement à la mère ? Parce que le manipulateur doit devenir le seul référentiel de la réalité pour sa victime. S'il coupe le lien avec la mère, il coupe le principal système d'alerte d'Augusta. Je vois. Et bien sûr, ça s'accompagnait d'un cycle de violence émotionnelle d'une précision terrifiante. Des explosions de colère d'une violence inouïe. Genre, pour un message répondit avec 3 minutes de retard. Et juste après, la phase de lune de miel extravagante. Le point d'orgue de ça, c'est le cadeau qu'il lui fait pour ses 21 ans. Mais juste après une crise majeure en plus. Il lui offre une Mercedes-Benz C300. Mais comment une victime gère ce grand écart émotionnel ? Passer de la terreur psychologique à la remise des clés d'une Mercedes. Ça provoque une dissonance cognitive totalement paralysante. C'est comme si sa boussole interne était délibérément magnétisée par Benjamin. L'aiguille s'affole, quoi. C'est ça. Quand son instinct de survie lui hurle « Je suis en danger, je dois fuir », le cadeau hors de prix agit comme un aimant qui dévie l'aiguille vers « Il prend soin de moi, il m'aime tellement qu'il me couvre d'or ». Elle ne sait littéralement plus où est le nord. Et puis, comment dénoncer un homme qui vient de t'offrir une voiture de luxe ? L'aspect matériel crée une dette émotionnelle impossible à rembourser. Ce qui rend ce décor luxueux encore plus pervers, c'est qu'il était entièrement en carton-pâte. Absolument. La façade financière de Benjamin, c'était une illusion totale. C'était pas un génie des affaires du tout. Nos documents révèlent que c'était un escroc notoire. Il vendait de faux jetons de crypto-monnaies à sa communauté. Un fraudeur, ouais. Il avait déjà un lourd passif judiciaire. En 2021, il a été arrêté pour une fraude à la carte bancaire. On parle de 85 000 €, environ 150 millions de naira. C'est pas une petite arnaque. Non, c'est du sérieux. Mais la société actuelle valorise tellement l'affichage de la réussite financière qu'elle tend à ignorer les comportements déviants de ceux qui semblent avoir réussi. C'est pour ça qu'Augusta continuait de poster des photos souriantes, de jouer le couple gold sur les réseaux. En partie par peur de lui, oui, et en partie parce que c'est extraordinairement difficile d'avoir au monde entier et à sa mère que le conte de fées est en fait un cauchemar. La honte de décevoir. C'est la tragédie silencieuse des victimes sous emprise. Et ça nous amène à la rupture définitive. Le drame se noue le mardi 11 juillet 2023. Cordelia reçoit un appel. L'appel de la terreur. La voix de sa fille est méconnaissable, traversée par une panique viscérale après une énième dispute. Ses derniers mots sont « Je ne sais pas quoi faire, je ne pense pas que ça puisse s'arranger ». Et puis, la ligne est coupée nette. Le silence. Ce silence, c'est le signal que la violence verbale a franchi le point de non-retour, la violence physique. Après 2 jours sans aucune nouvelle, Cordelia pressent le pire. Elle se rend avec l'ancienne colocataire d'Augusta, Peace, à l'appartement de Benjamin. À une vingtaine de kilomètres de Lagos. La voiture d'Augusta est garée là. La porte est bloquée. Elles appellent la police pour forcer l'entrée. Et là, c'est l'horreur absolue. Ils trouvent Augusta poignardée à mort. Son corps porte de multiples blessures défensives. Elle s'est battue pour sa vie. Et Benjamin a disparu, laissant derrière lui une simple note manuscrite. C'est là que l'affaire prend une dimension psychologique et numérique vraiment inédite. Le crime, il ne s'arrête pas à la scène de l'appartement. La destruction physique de la victime va se prolonger en ligne. Une destruction symbolique et médiatique orchestrée en temps réel. Le 17 juillet, alors que la police commence tout juste à le rechercher,
Benjamin réapparaît. Et là où on l'attend le moins, sur Instagram. Les fameuses stories en noir et blanc. Il avoue avoir causé sa mort. Mais il se lance dans un exercice de victimisation complètement délirant. Il pleure sur son propre sort. Il rappelle qu'il n'a que 26 ans, prétend qu'elle l'a attaqué en premier, que c'était un accident. Et il va encore plus loin, il invente des atrocités pour salir la mémoire de la jeune femme. Il accuse Cordelia, sa mère, qui était devenue pasteur entre-temps, d'avoir organisé des sex-tapes de sa propre fille pour piéger des hommes riches. C'est abject. Mais psychologiquement, pourquoi un fugitif prendrait le temps de faire des relations publiques sur Insta ? Parce que ça démontre un narcissisme pathologique poussé à son paroxysme. Pour ce profil-là, perdre le contrôle physique de sa victime, c'est intolérable. Donc il compense. Voilà. En prenant la parole sur Instagram, il transfère son besoin de contrôle coercitif vers l'opinion publique. Il veut écrire la fin du film. Utiliser l'application exacte où il filmait leurs faux amours pour se poser en martyr. C'est de la sociopathie décomplexée. Complètement. Mais c'était sans compter sur la force d'une mère. Cordelia a pas plié. Ah ça non. Elle a utilisé ces mêmes réseaux sociaux pour riposter, avec une colère digne d'une guerrière. Elle a démonté ses mensonges un par un, publié des preuves. Elle a lancé le mouvement #JusticeForAugusta. Ça a littéralement enflammé l'opinion publique au Nigeria. Mais pendant qu'il attirait le regard du public sur ce drame numérique, Benjamin, lui, organisait méticuleusement sa disparition physique. L'argent de ces arnaques a financé l'une des cavales les plus complexes de ces dernières années en Afrique de l'Ouest. Et là, il y a une mécanique technique qui m'échappe un peu. Les sources disent qu'il a dépensé 25 000 $ pour s'acheter une fausse identité sierra-lémonaise. Devenant Kanu Princeton Samuel. Ouais. Avec un vrai passeport vierge. Mais comment on fait ça concrètement ? On rentre pas dans un ministère avec une clé USB pleine de Bitcoin pour acheter un passeport. Non, bien sûr. Le blanchiment via la crypto implique des réseaux très bien organisés. Le fugitif passe par le dark web ou des réseaux chiffrés pour trouver un facilitateur local en Sierra Leone. Un intermédiaire, donc. C'est ça. Les crypto-monnaies sont transférées de pair à pair vers ce facilitateur, qui agit comme un courtier. Il convertit secrètement ses fonds virtuels en monnaie locale, en liquide. Et c'est ce liquide qui sert à corrompre les fonctionnaires ? Exactement. L'argent sert à payer des agents de l'état civil pour émettre un document authentique, mais basé sur des données complètement falsifiées. En quelques jours, la tech lui offre l'invisibilité. Et face à cette agilité criminelle, la police nigérienne semble complètement dépassée. Il leur a fallu près de 3 mois rien que pour le déclarer officiellement fugitif. 3 mois d'avance pour un criminel financé par la crypto, c'est énorme. Du coup, c'est la famille d'Augusta qui s'est transformée en agence de détectives privés. Cordelia mobilise tout son réseau familial dispersé en Afrique. Elle diffuse massivement la photo de l'assassin en insistant sur un tatouage super spécifique qu'il a sur le corps. Et ça paye. Un cousin éloigné qui vit en Sierra Leone finit par repérer cet homme tatoué dans la pénombre d'une boîte de nuit de Freetown. C'est la puissance de l'investigation citoyenne. Le propre frère d'Augusta saute dans un avion, le rejoint, et c'est la famille qui guide la police locale jusqu'au suspect. Il est arrêté le 21 octobre 2023. Une victoire immense. Mais de très courte durée. Ouais, parce que l'affaire bascule dans le chaos géopolitique total. 1 mois plus tard, le 26 novembre 2023, tentative de coup d'État en Sierra Leone. Les rebelles attaquent les prisons de Freetown pour libérer leurs partisans. Et dans la confusion, près de 2000 détenus s'évadent. Benjamin en fait partie. Il s'évapore dans la nature. Il devient un fantôme pendant 14 mois. Il traverse plusieurs frontières poreuses, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée. Sans se faire prendre. Parce que son avantage stratégique, c'est que contrairement à un fugitif classique qui doit transporter des valises de billets, lui, son trésor de guerre, voyage dans sa tête. Sous forme de clés cryptographiques. L'anonymat relatif de la blockchain lui permet de financer sa cavale partout où il y a une connexion Internet. Mais la pression de la famille ne retombe pas. L'obstination de Cordelia force les autorités à bouger. Interpol émet une notice rouge, diffusée dans 47 pays. On passe d'une lenteur locale à la plus vaste machinerie de traque internationale. Et c'est là que l'analyse des traces numériques prend tout son sens. Le mythe de la crypto intraçable s'effrite. Complètement, parce que les enquêteurs ne cherchent plus à l'arrêter dans la rue, ils traquent les points de sortie de son argent. C'est-à-dire, comment on traque des fonds anonymes ? Le registre de la blockchain, il est public. Si tu possèdes des bitcoins, c'est anonyme tant que ça reste dans le virtuel. Mais le fugitif a un talon d'Achille.
Son besoin de luxe? Exactement. Pour payer une suite d'hôtels prestige ou un resto gastronomique, il ne peut pas payer en crypto. Il doit convertir cet argent en monnaie locale. Comme des rials qataris, par exemple. Voilà, ce qu'on appelle les off-ramps, les points de sortie. Ces plateformes d'échange sont aujourd'hui soumises à des règles d'identification hyper strictes. Donc en suivant les fonds sur la blockchain jusqu'à leur conversion en argent réel, ils l'ont géolocalisé. Avec une précision redoutable. Et c'est comme ça qu'en janvier 2025, le piège se referme. Il était au Qatar, à Doha. Il y menait la grande vie sous une nouvelle fausse identité guinéenne, Touré Abdoulaye. Mais les polices internationales l'attendaient de pied ferme. Quand il a présenté son faux passeport, l'ultime rempart est tombé. Les logiciels de reconnaissance faciale biométrique ont certifié que c'était bien le fugitif de la notice rouge. À 100%. La boucle est bouclée. Il a été identifié par les mêmes outils technologiques qui l'avaient aidé à fuir. Le 19 avril 2025, solidement encadré par des agents, il a été extradé vers le Nigeria. Il risque aujourd'hui la peine de mort ou la prison à vie. C'est l'histoire d'un affrontement titanesque en fait. Le David contre Goliath de l'ère numérique. D'un côté, un fugitif globalisé, surfinancé par la cybercriminalité, avec des identités de rechange. Et de l'autre, une mère endeuillée, armée de son smartphone et d'une obstination féroce, qui force les polices du monde entier à faire leur travail. C'est ce qu'il faut retenir de cette analyse. La collision violente entre la quête d'une jeune femme brillante voulant sauver sa famille et la prédation d'un individu dissimulé derrière un avatar de réussite. Le courage de Cordelia a empêché le prédateur de réécrire l'histoire. Elle a ramené la vérité dans le monde réel. C'est une histoire qui laisse une marque indélébile. Et il y a une dernière réflexion qui émerge de tout cela. Laquelle ? Les algorithmes de nos réseaux sociaux. Ils sont codés pour récompenser à l'infini la perfection, l'ostentation, le mythe du couple idéal. Ils transforment la beauté en monnaie d'échange. C'est leur modèle économique ? Mais du coup, on doit se demander si cette architecture numérique ne fournit pas structurellement le parfait alibi au prédateur. En offrant un vernis de normalité luxueuse. Exactement. Ces plateformes ne créent-elles pas le décor idéal pour masquer le contrôle coercitif et les violences domestiques ? C'est une idée troublante, mais à garder en tête la prochaine fois qu'une vie un peu trop lisse défilera sous nos yeux.